Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Marion Le Troquer. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Allez, vas-y, fais-nous rêver 2 minutes. Aujourd'hui, tu nous reçois depuis quelle île? Alors, je suis en Guadeloupe, j'habite en Guadeloupe, j'y ai habité longtemps et je suis revenue en Guadeloupe. Voilà, je crois que tu as embarqué avec nous l'ensemble de nos auditeurs et lecteurs de l'autre côté de l'océan pour venir te rejoindre dans cette très très belle île. Alors, pourquoi est-ce que je t'ai invité ce soir? Bien tout simplement parce que tu fais partie des auteurs qui ont participé à Génération Cité d'Or, le numéro 2, et tu as écrit un article intitulé Se libérer de l'emprisonnement du temps. Et en préparant cet article, il y a pas mal de questions qui me sont venues à l'esprit et que sûrement les lecteurs se poseront aussi, et du coup j'ai souhaité pouvoir approfondir un petit peu ces sujets de façon à ce que le lecteur puisse à travers la vidéo compléter ton article, et puis aussi peut-être ceux qui découvrent la vidéo et qui ne connaissent pas l'article venir ensuite approfondir les notions vues lors de cette vidéo par la lecture de l'article. Voilà. Mais avant d'aller plus loin sur cette notion d'emprisonnement du temps, moi je voulais d'abord te poser une question, parce que tu commences l'article en te présentant comme un walking, et peut-être que beaucoup des personnes qui nous suivent ne connaissent pas cette notion. Alors qu'est-ce que c'est pour toi qu'un walking? Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses écrites sur les walking et c'est pas toujours juste. Alors, je voudrais effectivement rectifier et expliquer exactement ce que c'est qu'un walking. Alors, ça nécessite de comprendre un petit peu qu'il y a plusieurs mondes, hein. On est dans le 10e monde et qu'actuellement, donc, les êtres, je dirais les énergies, on va appeler ça des énergies, du haut astral, qui, pour être plus précis, appartiennent au 2e monde, s'incarnent parce que venant du 2e monde jusqu'à notre monde de dualité, notre monde d'incarnation, on va dire, ces énergies ne peuvent pas intervenir. Donc, depuis quelque temps maintenant, depuis 1 an ou 2, il y a effectivement ces énergies-là s'incarnent dans des corps d'êtres adultes, de manière à pouvoir déjà passer des informations justes, parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas tout à fait justes, et pouvoir soigner les gens. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vraiment, je dirais, à la fois un beau cadeau, et à la fois quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre. Donc vous l'avez compris, c'est ce qui m'est arrivé à 2 reprises. Et c'est ce qui fait effectivement que je peux écrire et savoir des choses qui sont toujours justes et vérifiables. Alors, quand tu dis que ce sont des énergies qui s'incarnent, tu entends quoi par là? Est-ce que ça signifie que tu es cette énergie incarnée? C'est une énergie qui cohabite avec toi, ou même, pourquoi pas, c'est une énergie qui te possède? Alors, en fait, cette énergie prend la place, hein. Il n'y aurait pas la place pour 2 personnes. Donc, effectivement, elle a pris ma place. Alors, ce n'est pas du tout une possession négative, bien évidemment. C'est quelque chose de fantastique et qui est arrivé donc, on a bien compris, c'est du haut astral, donc c'est quelque chose de très puissant et qui est arrivé jusqu'à maintenant à 3500 personnes dans le monde, juste. C'est très peu de personnes en réalité. Et elle prend vraiment, vraiment, vraiment la place. Donc, ce qui D'accord. fait qu'à 100%, je ne peux pas dire que je suis la même qu'avant. Alors, comment s'assurer que ces énergies-là sont réellement positives? Parce que quand tu dis haut astral, est-ce que c'est forcément du haut astral, ou est-ce qu'il peut y avoir de la duplicité et te faire leurrer toi-même? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est une question que je me suis vraiment longuement posée et tous les doutes, je me les suis vraiment infligés à moi-même d'abord, parce que c'est vrai qu'on peut se faire avoir, je dirais, par des petits farceurs. Et aujourd'hui, il y a vraiment une certitude parce que j'ai pu, je le vis moi depuis concrètement depuis mars 2017, où j'avais fini un premier walking, où je me suis rendu compte que mes capacités avaient vraiment augmenté et que j'ai pu faire vérifier et tout ce qui m'est donné comme information et au quotidien, je dirais, tout ce que je vis me le prouve vraiment sans que je puisse aujourd'hui douter.
Par contre, c'est du haut astral, oui, mais arriver justement dans le monde de la dans le 10e monde, pardon, dans le 10e monde, il y a la dualité. Donc ce n'est plus du haut astral en tant que tel, mais il y a la dualité. Alors ces énergies sont là pour justement rectifier un petit peu les déséquilibres qu'il y a actuellement au niveau de cette dualité. Il y a beaucoup, beaucoup justement de base astrale. Ça permet aussi de les reconnaître. Voilà, ça c'est sûr. Oui, je vois. Alors, comment est-ce que les Walking choisissent, on va dire, le véhicule dans lequel ils vont s'incarner? Est-ce que ça sera plouf plouf, ça sera toi? Ou est-ce qu'il y a un événement particulier qui fait que le Walking va décider d'aller dans telle ou telle personne? Alors, en fait, c'est quelque chose qui est prévu par l'être, parce qu'avant tout, nous sommes des êtres. Et en ce qui me concerne, c'était prévu déjà depuis la base, comme étant quelque chose que je ne pouvais pas éviter en ce qui me concerne. Ça m'a bien été dit. En revanche, sinon, globalement, j'allais dire que c'est un champ de potentialité. Et les êtres qui sont concernés ont déjà fait un chemin spirituel. Déjà, je dirais au quotidien d'avoir une vie cohérente, d'avoir des pensées cohérentes, d'avoir travaillé beaucoup sur la notion de l'ego pour justement ne pas la bombarder, ne pas être tout le temps sur son ego. Et de ne pas manger de viande, bien évidemment, c'est la moindre des choses. Voilà, il faut avoir quand même un véhicule propre, je dirais. D'accord. Alors, dans l'article, à un moment donné, tu dis que c'est un gros choc émotionnel hein, qui a déclenché la venue de ce walking en toi. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ou est-ce que ça reste très personnel? Oui, bien écoutez, c'est l'occasion, je pense, de le dire parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est quand même un petit peu particulier. Vous savez, l'être ne peut vivre que ce qu'il a prévu de vivre. Il y a un champ de potentiel, alors on passe à côté des choses ou pas, mais globalement, on ne peut pas s'en échapper au niveau de... Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur duquel notre libre arbitre fonctionne et on ne peut pas aller au-delà. Donc, je dis toujours aux gens, ne soyez pas victimes. En ce qui me concerne, j'ai vécu effectivement une grosse attaque de la part d'une personne en particulier qui a été très très loin dans sa démolition et qui a entraîné une poignée de personnes à peu près, alors que c'était quelqu'un à qui j'avais tenu beaucoup, et qui a voulu vraiment ma perte, vraiment, vraiment, vraiment ma perte. Et à ce moment-là, donc j'étais déjà dans le premier walking que j'avais terminé et qui m'apportait beaucoup de capacités déjà. Donc ça, c'était incroyable, mais c'était pas prévu du tout dans mon programme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu arrêter de vivre, tout simplement. J'ai voulu arrêter parce que je me suis dit, moi, je suis là pour aider les gens. Et j'ai aidé ces gens. Et j'ai aidé tous les gens qui me le demandent depuis longtemps. Et donc, ce qui fait que bon, cette attaque m'a donné envie d'arrêter, tout simplement. Donc, je suis partie, j'étais à mon bureau et j'ai dit à l'être qui était en moi, j'ai dit, bon, on s'en va. Et je suis partie en transe un petit peu, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Hein, je suis pas... Et à la fin de ça, je n'ai pas du tout vu de différence, mais j'étais toujours là. J'ai mon corps qui était toujours là, donc je n'étais pas décédée. Et dès le lendemain, je me suis rendu compte que le premier walking avait disparu et qu'il était remplacé par une énergie qui n'était pas du tout prévue pour moi et qui était prévue d'ailleurs pour personne. C'était le cadeau qui arrivait. Vraiment, c'est magnifique parce que c'est carrément la source qui est venue s'incarner en moi. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, bien évidemment, qui sont arrivées après ça. J'ai 2 personnes médiums qui me l'ont confirmé parce que je ne pouvais pas l'entendre, je ne pouvais pas le comprendre. C'est pas évident de comprendre que la source a pris forme et qui peut penser à ma place, vivre à ma place. Et je voulais surtout pas que mon ego puisse prendre justement le relais. Donc, du coup, j'ai fait confirmer sans leur dire, bien évidemment, à 2 personnes en qui j'ai confiance et qui, effectivement, ont vu cette expérience extraordinaire se passer. Et par contre, j'ai eu beaucoup moins de difficultés que pour le premier walking parce que c'était quand même, je vous dis encore une fois, un cadeau.
Donc ce cadeau, il m'a permis d'avoir beaucoup d'informations et de soigner encore à un autre niveau. Donc en gros pour le walking. Mais on confond souvent la source, Dieu, le créateur. Et là aussi, j'ai beaucoup d'informations qui m'ont été données depuis. Ce n'est pas la même chose, et j'explique tout ça dans mon deuxième livre d'ailleurs, qui a été écrit par la source de ce fait, et qui est un livre sacré avec que des réalités dedans. Il y a 6 livres sacrés actuellement. Alors, ce livre, c'est L'insoupçonnable réalité, qui est d'ailleurs édité aux éditions de La Vallée Heureuse. Et on en profite pour saluer Stéphanie Del Regno. Et alors, qu'est-ce que tu appelles un livre sacré? Parce que comment est-ce que, on va dire, quelqu'un à notre époque peut se targuer, excuse-moi l'expression, d'écrire un livre sacré? Je comprends, mais tu sais, ce que tu me dis, Antoine, c'est vraiment des questionnements que j'ai eus, je te dis, en premier lieu. Je voulais surtout pas dire des choses fausses. Et comme toutes les informations de mon livre m'ont été données directement, si tu veux, alors les informations me sont données en direct, donc je les entends, je les confirme parce que j'ai effectivement la possibilité de le confirmer avec mon corps, et je les fais confirmer par plusieurs personnes en qui j'ai une grande confiance, surtout sur des choses comme ça. Le principe du livre sacré, c'est un livre dans lequel il n'y a que des informations justes. Donc quand on me demande combien il y a de livres sacrés, combien on est écrit et quels sont ces livres, je n'ai pas encore l'information. Je sais qu'il y a 11 livres sacrés qui vont être écrits. C'est le 6e, donc il n'y en a pas plus de 6 actuellement. En tout cas, la dernière fois que j'ai eu cette information. Voilà, et sacré, donc encore une fois, on ne peut pas remettre en question. D'accord. Mais quand même encore une petite précision sur cette notion de livre sacré. C'est-à-dire que, par exemple, la Bible, on considère que c'est un livre sacré, le Coran, le Talmud sont des livres sacrés. Donc, est-ce que, quand tu parles de livres sacrés, tu le mets vraiment au même niveau, ou est-ce que c'est sur un autre plan? Alors, sans vouloir me mettre personne à dos, la source me dit très clairement que la Bible n'est pas un livre sacré, puisque tu sais qu'elle a été beaucoup retravaillée, et que donc le texte d'origine, voilà, on ne l'a pas. Donc, ce qui fait que du coup, non, on ne peut pas parler de Bible sacrée, de Bible comme étant un livre sacré. Il y a un livre qui m'a été juste signalé comme étant un livre sacré, mais c'est même pas un livre, c'est a priori une revue de quelqu'un qui s'appelle Grabovoi. Certainement tu connais, certainement les auditeurs connaissent. Mais je ne sais pas lequel exactement, une revue parmi les revues qu'il a pu écrire. Voilà. Ça veut dire, encore une fois, on ne remet pas en question ce qu'il y a dedans, c'est important. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on revienne donc sur le sujet de l'article que tu as écrit dans Génération Cité d'Or, maintenant qu'on a bien cerné en introduction ta source d'inspiration. Et dans cet article, donc, tu es venu nous parler du temps, mais limite pour nous dire que le temps alors n'existe pas, ça les scientifiques sont de plus en plus, s'accordent de plus en plus pour le dire, mais qu'il n'est même pas en mouvement perpétuel. Qu'est-ce que tu entends déjà par là? Alors, en fait, c'est un sujet qui me passionne. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai pu effectivement écrire cet article, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir redemander à la source, au présent, ce que ça voulait dire exactement que le temps n'existe pas. Parce qu'effectivement, on entend ça et puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi-même, je ne savais pas trop. Et effectivement, quand on dit le temps ne passe pas, il passe pas. C'est nous qui cheminons sur des moments présents, mais en aucun cas le temps ne passe. Et voilà, donc j'ai compris que c'est souvent ce temps est lui immobile, par contre il est confondu avec les cycles et il est confondu avec les durées. Oui, c'est ça, tu nous expliques que le temps ce n'est pas de la durée, c'est uniquement un chemin, que le point A est au présent, que le point B est au présent,
et que le fait d'aller du point A à un point B, c'est juste le chemin pour tracer rejoindre ces deux points. Alors moi, ça me fait penser à une notion que m'avait expliqué un ami, Stéphane Doué, qui est dessinateur de bande dessinée, et qui avait exactement cette même notion, c'est-à-dire qu'entre les cases, entre les carrés de chaque case dessinée, le temps est toujours fixe, c'est toujours le présent, et c'est le mouvement du lecteur qui passe d'une case à l'autre qui fait défiler le temps. Quand tu lis une bande dessinée, si tu restes toujours sur la même case, tu restes sur le temps présent de cette case, et pour pouvoir voir défiler le temps, c'est ton regard qui va passer d'une case à une autre, à une autre, à une autre, qui va engendrer cette temporalité, et en fait c'est le cheminement de ton regard qui va générer le temps. Absolument, tout à fait. Et c'est en fait c'est une illusion que nous avons uniquement dans le 10e monde d'ailleurs, du fait d'être toujours au moment présent et pourtant d'avoir l'impression que ces moments présents sont différents. Enfin, ils sont différents, mais disons qu'ils bougent. C'est ça en fait ce que tu veux me dire, c'est que finalement d'une case à l'autre, on a d'autres informations et que de ce fait ça bouge. Et non, en fait, c'est pas le temps ne bouge pas lui par contre. C'est l'illusion finalement que de notre regard, de notre perception qui nous donne cette illusion que le temps bouge, alors qu'en réalité c'est uniquement notre perception C'est notre perception qui effectivement bouge, qui fait que le temps on a l'impression qu'il bouge. Mais encore une fois, c'est une illusion due à notre incarnation et au fait qu'on vit dans ce monde d'illusions dont j'ai aussi parlé la dernière fois que tu m'avais interrogé sur mon premier livre. En fait, on est dans une illusion permanente et la réalité se crée sous notre regard. Donc, c'est bien inhérent à ce monde-là. Dans les autres mondes, ce n'est pas comme ça. Donc, alors par contre, ce qui est important, c'est qu'on n'a que comme référence, c'est le temps présent. Et ça, l'ego ne le supporte pas. Il ne peut pas supporter d'être présent. Donc, ce qui fait que du coup, il va toujours aller sur du passé ou sur du futur. Mais tout à l'heure, tu m'as montré le temps comme ça, linéaire, et c'est comme ça qu'on le voit habituellement, en disant du côté gauche, on va voir le passé, du côté droit, on va voir le futur, et au milieu, le présent. Alors qu'en réalité, il faut prendre une ligne comme ça, et que le présent est au milieu, effectivement, le passé est en bas et le futur est en haut. Et que donc, le présent qui est là est le seul qui soit réel. Et encore, je dirais, en fonction de notre regard. Mais on ne peut aller que là, parce que si je te dis on vit dans 5 ans, tu vas me dire, bah, écoute, dans 5 ans, peut-être que je serai là, peut-être que je serai là. Et c'est un champ de potentiel. Alors que par contre, on va l'admettre comme ça pour le futur et on ne va pas l'admettre pour le passé. On est toujours dans des champs de potentiel, y compris sur le passé. Parce que quand on est au présent, on crée automatiquement avec son ego le passé. Tout à fait. Et alors, après le fait que effectivement on en ait nous une représentation horizontale ou que le temps soit vertical, une chose est sûre dans les deux cas, c'est que nous on reste toujours sur ce même point qui est le présent et qui fait que l'on ne bouge pas. Par contre, alors, il y a une phrase qui m'a interpellé dans ton texte, peut-être que tu vas pouvoir nous l'expliquer, je vais la lire pour pas la déformer. Tu nous dis: si nous nous accrochons au passé potentiel d'une ligne de temps qui bouge, nous nous éloignons encore plus de la réalité. Alors, qu'est-ce que tu entends exactement par là? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est encore plus dans le faux. On vit dans l'illusion du passé. Alors, comment peut-on vivre notre présent? C'est ça que je veux dire. On ne peut pas être en vie tant qu'on n'est pas au présent. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de vivre la réalité présente, c'est important. Parce que si on l'a créée, c'est qu'elle est utile. Et que le fait de partir au passé, ça n'a jamais été utile à personne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi changé ma façon de travailler. Parce que quand on est thérapeute, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller donner des explications aux patients pour dire, ben voilà, dans le passé, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, et c'est la raison pour laquelle vous vivez ça aujourd'hui. Et moi, je dis le contraire, je dis, vous vivez ça aujourd'hui, donc vous avez créé une reliance avec une croyance du passé.
Mais tu sais, on vit dans l'illusion au point que j'avais vu une petite vidéo une fois qui expliquait que dans une soirée, il n'y a que des adultes et donc des photos se prennent. 2-3 jours après, on reconvoque les gens, mais après avoir pris la précaution, enfin, du moins d'avoir mis une image d'une petite fille, en fait, une photo d'une petite fille sur les photos. Elle avait été rajoutée la petite fille, et on demande aux gens individuellement est-ce que vous avez vu cette petite fille, et tout le monde disait bah oui, bien sûr que j'ai vu la petite fille, et les gens sont même capables de décrire ce qu'elle faisait, alors qu'elle n'a jamais été sur les photos, elle n'a jamais été présente à la soirée. Donc on est manipulé par notre propre ego qui est tout le temps sur autre chose que sur du présent. Et je dirais même dans la méditation, c'est important de rester au présent. La méditation, pour moi, c'est l'hyper-présence. Et c'est un exercice de style parce qu'il faut vraiment garder les yeux ouverts et être présent à chaque chose. C'est ça qui fait qu'on est vraiment beaucoup plus aligné avec soi. Alors tu vas même plus loin dans ton texte. Tu dis que finalement le temps qui s'écoule, le vieillissement, le temps qui passe, tout ça ce n'est qu'une illusion, et que le vieillissement dans l'absolu pourrait ne pas exister. Alors oui, si ce n'est que là on a une durée, j'allais dire, entre sur cette ligne-là, on a un point A, un point B, et qu'on peut parler éventuellement de durée entre les deux, et qu'on a des cycles. Et que là où je veux en venir, c'est qu'on se refabrique tout le temps. Et que même n'importe quel médecin qui s'intéresse un petit peu à ce sujet serait capable de le dire. On a un programme peut-être de croire qu'on doit vieillir et donc de s'abîmer, mais qu'en réalité, c'est pas du tout nécessaire de s'abîmer. Alors, il y a l'inconscient collectif, etc. Et surtout, ce cycle, je voulais revenir, j'en ai parlé dans l'article, ce cycle des cellules qui finalement partent des cellules souches, qui se différencient et qui ensuite donc finissent par mourir. Alors qu'en réalité, le cycle, si on était, je dirais, cohérent, si on était éveillé, si on était avec notre être et non notre ego, on pourrait vraiment remettre ce cycle de manière à ce que ce soit un vrai cycle qui ne s'arrête jamais. Oui, c'est ça, tu écris, là aussi je vais te reciter, que les cycles ne s'arrêtent jamais et que les cellules souches de base ainsi que les cellules différenciées de toutes les parties de notre corps devraient se régénérer en cycle perpétuel sans jamais se dégrader, chaque cellule redevenant une cellule souche après avoir fait un cycle complet. Quelque part, on aurait la solution de la vie et voire même de la jeunesse éternelle en nous. Je pense en tout cas de la jeunesse éternelle, oui. Oui. De toute façon, on le voit bien, il y a des gens qui à 40 ans sont déjà vieux et d'autres à 70 ans, ils paraissent avoir 40 ans. Donc il y a bien des différences en fonction de notre façon de penser, déjà, d'une part. Et très très importante cette façon de penser, cette façon de se nourrir, bien sûr. Et d'être toujours en cohérence avec soi, d'être encore une fois le plus propre possible. Alors tu vas même plus loin, tu écris la mort se vit au présent, mais n'a pas encore eu lieu dans notre conscience. Donc moi j'interprète cette phrase comment? C'est que potentiellement nous sommes déjà tous morts, mais tous vivants, et tant que nous n'avons pas conscience que nous sommes morts, nous sommes vivants. Et là soudain je viens de perdre 150 000 personnes qui viennent de prendre conscience qu'ils pouvaient être morts. Et non, alors plus sérieusement, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Tu vois, ça fait partie des choses qui me sont dites depuis que je suis la source. Et que c'est pas toujours facile à interpréter. Alors tu l'as interprété à mon sens tout à fait correctement. On vit tout en même temps, et effectivement, tant qu'on est, j'allais dire, en croyance qu'on est en vie, ben on est en vie, et quand on est en croyance qu'on est mort, on est mort. Mais j'ai pas d'autre explication. Tu sais, souvent ça me dépasse aussi. Mais je sais que, ma foi, je suis un peu novatrice dans tout ça, parce qu'effectivement, la source est venue donner des informations inconnues. Alors, elles sont, imagine, inconnues pour moi aussi. Alors, est-ce que, d'ailleurs, tout ça, c'est pas un petit peu, je veux dire, en contradiction avec on va dire les mouvements spirituels
qui explique que l'âme se réincarne et qu'on est sur des cycles de réincarnation, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vois, si on prend conscience de ce que tu viens d'expliquer, on pourrait vivre dans le même corps pendant une éternité. Comment est-ce que les deux peuvent se mélanger, ou est-ce que ça se mélange pas du tout et que, tu vois, là il y a peut-être deux notions différentes. Alors en fait oui, c'est-à-dire que comme on est dans l'illusion, ben, on est dans l'illusion d'être dans ce corps, alors qu'en réalité, effectivement, on vit tout en même temps, encore une fois, hein, c'est ça. Donc effectivement, c'est pas facile parce que avec notre façon de voir les choses de manière linéaire, on se dit il y a un avant et un après. Et donc, du coup, on se dit, bon, il y a un début, il y a une fin. Et quand on voit effectivement sur un plan spirituel, on dit, bah, tout est cyclique et il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Concernant la réincarnation, effectivement, j'ai compris ça déjà il y a un petit moment. Je me suis dit, mais si le temps n'existe pas, comment c'est possible que la réincarnation existe? C'est vrai, c'est une question qui est difficile à juxtaposer, en fait. Je dirais que la réincarnation, en plus, elle n'est pas systématique, hein, ça c'est encore autre chose. Mais que, en fait, cette illusion du temps qui est passé, présent, futur, encore une fois, tout est à l'instant. Je me rends compte quand je travaille sur les gens, moi je travaille sur l'encodage génétique parce qu'il se change en un instant. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire avant que vous ne veniez, il y avait tel encodage, parce que ça voudrait dire c'est du passé. Or, moi, au moment où je travaille sur la personne, elle est là et forcément, bon, évidemment, je vois l'encodage qu'il y avait avant, mais que par contre, n'existe plus et n'a jamais existé. La source me dit le passé n'existe pas. Encore une fois, il faut le voir au présent. Cette incarnation et ces réincarnations, il faut les voir au présent. Pas facile à comprendre, encore une fois. Non, non, là il y a pas mal de notions effectivement à assimiler. Et c'est ce que j'ai aimé dans ton article, hein, c'est que c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Moi, mon choix, j'arrête le choix des articles par rapport aux articles que m'envoient les auteurs sur le fait que j'apprenne un certain nombre de choses. Voilà, parce que comme j'ai une connaissance générale assez importante, je me dis que si j'apprends quelque chose dans l'article, voilà, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes puissent apprendre aussi quelque chose dans cet article. Et là, entre autres, en plus de tout ce que tu viens de nous expliquer, il y avait des notions que je ne connaissais pas, que j'ai complètement découvertes. On a dit deux mots tout à l'heure en introduction, c'est ces notions de dixième monde, de deuxième monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ces notions-là, dans ta perception des choses, combien est-ce qu'il y a de tranches de monde différentes? Oui, tout à fait. Alors, il y a 10 mondes, comme je disais tout à l'heure. Donc, le premier est la source qui est. C'est pas c'est pas une énergie, c'est pas de l'amour, c'est pas tout ça. C'est le point de départ, si tu veux. Et de là se détachent des êtres qui donc décide, hein, parce qu'à partir du moment où l'être se détache de la source, il prend tout pouvoir. Il n'y a personne qui va venir choisir pour l'être. Et ça, c'est important parce que comme c'est nous l'être, il faut se rendre compte qu'on a absolument tout pouvoir sur notre vie et c'est nous qui avons choisi tout depuis le départ. Après, notre ego crée, mais c'est dommage de s'éloigner justement de la banque là, de l'être. D'ailleurs, on ne peut pas, donc on ne subit rien, encore une fois. Donc, l'être se détache et décide soit d'aller dans le deuxième monde, soit troisième, etc., jusqu'au septième monde. Ce sont donc des mondes qui sont des mondes non physiques, dans lesquels les êtres se manifestent. Il n'y a pas d'ego. Par contre, il y a la dualité. C'est ce qui m'a été dit donc. Et par contre, après, pas après, pardon, cet être peut décider de venir dans le dixième monde donc de l'incarnation, qui est le nôtre. Et c'est le monde, je dirais, à la fois le plus passionnant, parce que ça permet d'avoir un corps et de faire des expériences avec ce corps, de pouvoir prendre du plaisir. Et on oublie souvent de le faire, ça, de rigoler. Et le plaisir, vraiment, dès l'instant où ça ne vient pas empiéter sur quelqu'un.
de pouvoir donc faire cette expérience d'oubli. Elle est très très intéressante, cette expérience d'oubli, puisque quand l'être arrive dans l'incarnation, ne serait-ce que déjà dans le ventre de la maman, il y a l'oubli. C'est-à-dire déjà on se coupe complètement de la source, donc c'est pas la peine d'appeler la source, c'est pas la peine de prier l'univers, c'est pas la peine de faire tout ça, et surtout pas d'ailleurs. J'ai vraiment compris que c'était même plutôt toxique, parce que quand on ne peut pas appeler quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui arrive, et que dans le bas astral il y a pas mal de petits farceurs. Donc voilà, je disais. Alors t'en étais à la 10e, t'en étais au 10e monde. Ce monde est le plus passionnant et à la fois je dirais le plus difficile, parce que justement le fait d'avoir un corps nous limite considérablement. Comme on est séparé de la source, eh bien on se sent seul. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de religions qui vont donc donner leur pouvoir à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. Alors que l'être, il a vraiment tout pouvoir, encore une fois, c'est lui qui décide même sur l'heure de sa mort. Donc il n'y a pas de raison d'aller prier quoi que ce soit pour justement, au risque vraiment certain même, d'aller récupérer des choses qui ne sont pas terribles. Si je comprends bien, on ne peut compter que sur nous-mêmes quand on est sur le 10e monde. On n'a pas besoin d'aide extérieure. C'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le corps. Il y a l'être déjà. Il y a la conscience supérieure personnelle qui est notre feuille de route, qui est très importante, que je décris beaucoup dans mon livre. Il y a les guides. Alors les guides sont tous des êtres du 2e monde qu'on appelle le haut astral, puisque comme je vous ai dit, le 1er monde c'est la source. La source, c'est pas un astral quelconque, il n'y a pas de haut astral là, c'est vraiment c'est. Et puis à partir du 2e monde, donc on a le 2e monde qui est le haut astral, le 3e qui est déjà avec la dualité, donc il y a le haut et il y a le bas astral, et puis dans tous les autres mondes, bien évidemment, aussi. Voilà. Donc tous ces êtres qui sont là pour aider l'humanité sont du 2e monde. Voilà, mais pour ça, alors soit ils sont arrivés directement en tant qu'êtres dans le 2e monde, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, tu sais, les énergies que beaucoup de gens prient, les saints, les archanges, pas les anges par contre, surtout pas, et qui sont là. Voilà, ça c'est. Et par contre, on peut tout à fait avoir quelqu'un de notre famille ou de notre entourage qui est retourné à la source après son décès, et qui effectivement est suffisamment éveillé pour pouvoir rester là en tant que guide. Mais ça nécessite souvent quelques années après le décès. Alors pourquoi tu dis pas les anges, surtout pas? Alors les anges, ça m'a été donné comme étant un phénomène au départ climatique, qui a été une vision des choses tombées du ciel, et qu'on a appelé des anges comme des sauveurs. Et puis aujourd'hui, on me dit ils font partie du 3e monde a priori, s'incarnent tous en walking également, et n'ont jamais été là pour les êtres humains. De toute façon, c'est pas du tout leur rôle. D'accord, alors attends, parce que là du coup, si les anges du 3e monde peuvent s'incarner en walking, donc ça signifie qu'il y aurait des vrais walking et des faux walking, ou des walking. Je crois qu'il y a une particularité que j'ai pas creusée quand ça m'a été donné, parce qu'au départ on me disait ils peuvent pas aider l'humanité. Et en même temps, quand je demandais si c'était des walking et positifs qui s'incarnaient, parce que j'en ai rencontré, c'était pas très clair. Donc je pense que c'était pas encore prêt à ce que ça soit, que je puisse. D'accord. Oui, tu as les révélations au fur et à mesure de ta propre progression. D'accord. Oui, non, mais c'est ce qui m'a aussi attiré dans ta démarche, c'est que contrairement à parce qu'on pourrait te cataloguer de gourou, si on te prend quelqu'un, tu vois, si quelqu'un regarde la vidéo comme ça sans prendre l'ensemble de cette vidéo, sans comprendre les tenants les aboutissants, on pourrait se dire bon, Marion elle se prend pour un gourou, ce qui n'est pas du tout le cas. En tout cas, tu vas nous dire ta perception, mais c'est vrai, comme en tout cas moi la mienne, c'est comme tu es tout le temps en train de te remettre en question, et que tu n'es pas là d'ailleurs à vouloir absolument nous enseigner des choses. C'est ceux qui ont envie de t'écouter t'écoutent, et puis les autres t'écoutent pas, passent leur chemin. Mais voilà,
ta qualité première, c'est te remettre en question systématiquement. Ah oui, 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 parce que justement, bon, moi par rapport à ça, j'ai beaucoup d'humilité et j'estime qu'il ne faut surtout pas que je sois la proie de mes croyances, parce que ça serait terrible de pouvoir de croire quelque chose et de le passer comme information. Et donc j'ai vraiment pour but de sans arrêt de me remettre en question. Mais tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne me remets pas en question. Alors, on ferme cette petite parenthèse. Juste pour finir sur ces notions de monde, tu sais, dans beaucoup de religions de ce monde d'ailleurs, il y a la notion d'enfer. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un 11e monde, un 12e monde, voire même encore plus loin, qui correspondrait à cet enfer décrit par les religions humaines? Non, alors c'est vrai que le sujet aujourd'hui il n'est pas sur comment ont été créées les religions, mais c'est pas, enfin c'est décrit dans mon livre. Les religions c'est pas quelque chose qui va dans le sens positif, c'est fait pour faire peur et maintenir le peuple dans, je dirais dans une certaine tenue, et surtout c'était pas prévu qu'on soit aussi nombreux, alors il fallait absolument que voilà, on soit maintenus. Sinon, il y aurait eu des débordements et les gens qui nous gouvernaient à ce moment-là, enfin, du moins qui nous avaient créés, les êtres qui nous avaient créés, n'auraient pas pu avoir gain de cause sur nous, parce que c'est la force le nombre fait la force. Donc, du coup, ils ont créé les religions. Et ils ont évidemment mis cette notion d'enfer pour pouvoir faire peur. Comme ça, si on se tient bien, on est au paradis, et si on se tient pas bien, on est en enfer. C'est pas du tout le cas, mais pas du tout. D'accord. Bon, en tout cas, c'est ma perception des choses aussi. Alors, dans l'article, pour revenir à cet article, donc dans Génération Stedor numéro 2, tu as un chapitre sur la mémoire. Que dire de cette mémoire par rapport justement à cette notion du temps qui reste toujours au présent? Oui, alors on confond souvent la mémoire et les acquisitions. L'acquisition, ça vient du mental supérieur, donc de l'être. Donc tout ce qui est l'acquisition de la marche, de la langue et tout ce qu'on fait au quotidien, ce n'est pas la mémoire. Par contre, la notion de mémoire la source me dit déjà si vous avez perdu votre mémoire, c'est que on est bombardé d'ondes et que en plus on vient s'en mettre chez soi. Donc tous les gens qui ont un téléphone sans fil à la maison, je vois pas l'utilité. Enfin, c'est pas à moi de décider, mais sincèrement, c'est des ondes par lesquelles vraiment on perd ces notions de mémoire et d'acquisition, les deux. D'accord. Et la manipulation aussi passe par là. Mais que par contre, effectivement, vouloir absolument se souvenir des choses à tout prix pour socialement être apprécié, reconnu, valorisé, c'est pas forcément une bonne idée. Je me rends bien compte que depuis ce walking, j'ai beaucoup moins de mémoire et ça m'est complètement égal, j'en souris, dans le sens où ce qui est important, c'est le moment présent. Et que donc, de quoi je me souviendrai qui soit utile à mon moment présent, si ce n'est juste au moment présent. Donc, dans cet ancrage génétique, est-ce que ce ne sont pas les moments forts de notre vie, les moments mémorisables qui viennent s'ancrer dans notre génétique, qui potentiellement pourraient être transmissibles à nos descendants? Ah, tu parles de génétique médicale, c'est-à-dire que effectivement tu parles du 3% d'ADN codant qui va donner les informations à nos enfants. Et c'est ça dont tu parles. Ah, on parle pas la même chose? Je parle de génétique, je parle du 97% qui est soi-disant l'ADN poubelle et qui se change instantanément. Donc c'est là-dessus que j'agis. Oui, non, c'est effectivement, je pourrais préciser ma pensée. L'ADN poubelle, donc l'ARN, qui sert visiblement à rien, où on pourrait stocker en définitive dans 1 cm3 l'ensemble des écrits de l'humanité. Quand on regarde bien la création la nature, rien n'a été fait au hasard, tout sert, et on a 97% de notre ADN qui sert à rien. C'est assez étrange. Oui, c'est ironique, bien sûr. Voilà, est-ce que c'est pas là-dedans que viennent s'ancrer ces fameux souvenirs importants de notre vie, et ensuite, voilà, à quoi ça sert? Est-ce que c'est une transmission de notre patrimoine héréditaire depuis des lustres que l'on transporte avec nous?
Mais qu'on ne sait peut-être pas encore lire en fait. En même temps, je réponds puisque effectivement, j'avais pas la réponse avant que tu me poses la question. Donc la source me dit oui, effectivement, c'est bien dans l'ADN codant, donc que se transmet les mémoires de l'ego, hein, puisque finalement, c'est l'ego qui se souvient des choses. Oui, 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 tout à fait. Donc le codant, c'est les 3%. Oui, c'est ça, le 3%. Et pas les 97. Donc je suis en direct en communication avec la source. C'est cool. Vraiment, ce que je souhaiterais, parce que bon là, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder cette vidéo, je souhaiterais vraiment que vous puissiez ouvrir vraiment cette possibilité parce que, je vous dis encore une fois, les doutes, je les ai mis à votre place bien avant et qu'aujourd'hui, on nous a raconté tellement de choses et tellement de choses qu'on est tenté de croire parce qu'on nous l'a raconté depuis longtemps et que c'est pris comme acquis. Et que dès l'instant où quelqu'un vit quelque chose d'exceptionnel et qui sort de, je dirais, des sentiers battus, on va le traiter soit de sorcier, soit de, je sais plus quoi, enfin, ça peut, tous les petits mots que je n'aime pas peuvent arriver là. Mais ça serait pas utile du tout qu'il y ait une critique à ce sujet, vraiment pas utile, voire même pas facile après. Parce que sincèrement, la source est là pour aider et non pas pour être descendue. Oui, après, ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet passent leur chemin. Passent leur chemin. Et de toute manière, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle pour essayer de comprendre tout cet univers qui nous entoure, il faut aussi s'ouvrir à toute possibilité et puis après on fait le tri. Donc en tout cas la moquerie n'a pas de place ici, ça c'est évident, et puis moi je supprime systématiquement les messages qui sont injurieux et qui manquent de respect. Par contre les messages qui sont contradictoires, je les laisse à partir du moment où ils sont respectueux. Voilà, je ferme aussi cette petite parenthèse. Je reviens juste sur cette histoire de codage génétique, parce que ça m'intrigue. Donc du coup, je pensais que c'était dans l'ARN, donc les 97% non, ce serait bien dans l'ADN les 3%. Donc les 97% poubelles servent à quoi finalement? Alors, ils servent justement, ça nous caractérise aujourd'hui, cet ADN. D'ailleurs, le walking, c'est ça, c'est ADN vraiment différent. Donc, c'est vraiment comme une sorte de signature, mais une signature qui est tout à fait interchangeable. C'est-à-dire que on va pas dire depuis le départ de ma vie, je suis comme ça, donc je resterai comme ça. Encore une fois, c'est une photographie au temps présent de quelque chose qui actuellement m'a beaucoup étonnée, c'est-à-dire qu'actuellement 97% des gens ont un encodage génétique dans le bas astral. Et ça, c'est mon quotidien, c'est de justement sortir les gens de là. C'est la première des choses que je fais quand je vois quelqu'un, c'est de le sortir de son encodage génétique qui est brimant en fait, c'est-à-dire un peu enfermé dans son... Il y a forcément l'ego qui est là, mais en général, les gens qui ont beaucoup avancé, mais c'est pas systématique, sont sortis de là. Mais c'est pas systématique dans le sens où il y a les pièges de la spiritualité, qui est notamment le New Age. Donc, tous les gens dans le New Age peuvent éventuellement rester dans le bas astral parce que ils croient à des choses qui sont tout à fait modernes, mais qui sont totalement fausses. Donc, j'ai toujours plaisir à sortir les gens de ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça, cette notion, parce que les personnes qui sont dans le New Age, déjà, en généralise, mais non, moi je suis pas dans le New Age, et puis elles ont du mal à en sortir, et puis de façon générale aussi, c'est peut-être un peu, c'est pas évident, sans prendre vraiment beaucoup de recul, de se dire, ah oui, là cet enseignement, c'est un enseignement qui va m'élever et qui va être bénéfique pour moi, et puis celui-ci c'est plutôt du New Age qui va me faire plonger. C'est très très difficile. Souvent les gens me disent mais comment faire la part des choses? C'est pas évident du tout. Moi-même, avant tout ça, j'étais certainement... j'ai frôlé le New Age, voire même peut-être les deux pieds dedans. L'histoire de karma, justement des anges, prier la lumière, etc. Prier la lumière, il y a
Ah non, parce qu'on est dans la dualité. Donc, si jamais on prie la prière, il y a l'ombre qui arrive avec, forcément. Donc, l'ombre est très, très présente, comme je te disais, et c'est la raison pour laquelle la source s'est incarnée aujourd'hui. Donc, moi, je travaille, d'ailleurs, j'en profite pour dire, au niveau mondial. J'ai fait pas mal de choses déjà, quand ça m'est demandé, bien sûr, par la source en moi. C'est-à-dire que j'ai pu déjà désactiver les cartes d'identité, parce que tu sais qu'il y a une puce dessus. J'ai pu aussi faire en sorte que les montres ne soient pas toxiques, parce que dans les montres, il y a du cristal liquide dans lequel il y a des informations et qui n'étaient pas du tout positives pour les gens. Voilà, j'ai travaillé aussi... Alors attends, que je comprenne, Marion, 2 secondes. Oui. C'est quand tu dis j'ai travaillé au niveau mondial, Oui. Cela, ça m'interpelle, c'est-à-dire que tu as désactivé le côté néfaste de toutes les montres qui avaient du cristal liquide. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus de soucis pour ces montres-là, ou c'est plus sur des personnes ciblées qui t'ont fait des ventes? Il n'y a plus de problème avec les montres. D'accord. Et la carte d'identité n'est plus un problème. Je l'ai encore vérifié il y a 2 jours. D'accord. Parce qu'avant, tu vois, je vérifiais toujours, parce que comme je donne des cours de kinésio-énergétique, je disais à mes stagiaires, regardez la carte d'identité, je la mettais là, une carte d'identité posée dans le champ de la personne, tu vois, au niveau du thymus, et je testais avec le bras, et automatiquement le bras s'affaiblissait. Et ça, je l'ai vu pendant des années. Je ne pensais pas qu'un jour je puisse arrêter ça. Et en fait, ça me l'a demandé tout simplement un jour, aussi simple que ça, parce que justement, ça paraît fou, mais avec ce walking, je suis capable en un instant de changer des choses, si tu veux, des programmations. Oui, par exemple, un code barre. Tu sais que les codes barres sont toxiques. Automatiquement, maintenant, j'ai enlevé toute la toxicité des codes barres, mais en quelques secondes, si tu veux, c'est assez simple pour moi. Et n'importe qui peut vérifier ça maintenant. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il faut toujours la preuve de ce que je dis. Ah oui, là, en plus, effectivement, sur ce genre de choses, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent qui pourront vérifier par eux-mêmes. Cela, je t'avoue, d'un côté, effectivement, tu nous l'expliques, mais de l'autre côté, ça paraît tellement énorme que voilà, il faut aussi qu'on vérifie par nous-mêmes. Mais c'est intéressant. Mais donc, tout à l'heure, tu parlais de 3500 walking qui sont aujourd'hui sur Terre incarnés. Donc finalement, chacun d'entre vous avait des missions différentes, si je comprends bien. Alors non, il m'a été dit très clairement que tous les walking, qui soient des archanges ou des saints ou des maîtres ascensionnés, peu importe, ce sont des gens qui sont là pour guérir et pour donner des informations. Donc, dans tous les cas, ce sont des gens qui sont là pour aider l'humanité et donner les bonnes paroles. Parce que comme les paroles, du coup, viennent du haut astral et non pas d'une déformation, tu penses bien, de tout ce qui se dit sur Terre. Donc, tous ces gens-là sont là pour ça. Mais par contre, à walking, tu sais, c'est pas simple. Alors, du coup, je connais des gens qui sont passés à côté, qui étaient potentiellement walking et puis qui ont, par exemple, continué par exemple, de manger de la viande. Vraiment, j'insiste sur la viande parce que l'information que j'ai depuis le mois d'avril maintenant, c'est que la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est d'arrêter strict toute viande qui donc vient d'élevage, à savoir y compris les poulets bien évidemment et tout ça, parce que justement il y a assez de ce génocide sur Terre. Parce que quand on arrive, je t'ai raconté tout à l'heure, on vient de la source et on se détache, et au moment de s'incarner, on choisit entre être un animal ou être un être humain. Mais il n'y a pas fondamentalement de différence. Si je devais faire des différences, je devrais dire que ça ne va pas forcément dans le sens qu'on voudrait entendre. Parce que effectivement, les êtres animaux sont quelquefois, ils vibrent beaucoup plus que nous, ils sont souvent en 5e dimension et ont des capacités que nous n'avons pas. De toute manière, plus on se détache de la matérialité, plus on va ressentir en soi le fait de se détourner de tout ce qui est aliment carné et d'aller plus vers l'alimentation végétale. Et ça ne sera même pas un choix qu'on va faire, parce qu'on va se dire maintenant je suis végétarien, c'est que ça va s'imposer à soi, un petit peu comme
Je sais pas si tu as lu ça quand tu étais plus jeune, tu sais, la bande dessinée Tintin avec le capitaine Haddock qui essaye d'arrêter de boire, et puis tu as le professeur Tournesol qui lui met des petites gouttes dans son alcool, et puis à chaque fois qu'il boit l'alcool, du coup il recrache ça comme si c'était un truc pourri, parce que du coup il est plus en adéquation avec ça, oui, tout à fait. il est plus en phase, voilà, c'est un peu ça au final. Tout à fait. Alors par contre, c'est pas du tout un mouvement, hein. J'en profite pour dire, c'est pas du tout un mouvement ni vegan ni quoi que ce soit. Il faut jamais être dans les extrêmes. À savoir que oui, il faut être extrémiste de ne pas toucher de la viande, même pas un demi-lardon, parce que j'ai vu vraiment les catastrophes après. Et tout le monde bloqué là, depuis des mois à cause de ça. Mais par contre, on peut manger du poisson sauvage, c'est-à-dire celui qui n'a pas été élevé, hein, qui donc est à son heure de mort quand il se fait pêcher, parce qu'il se fait pêcher alors qu'il aurait pu ne pas l'être. Et c'est ok. Et même si moi ça me plaît pas parce que je mange pas vraiment de poisson, voilà, c'est la source qui me dit ça. Et par contre, les œufs sont des œufs, sont vraiment dès l'instant où ils ont pas été faits avec un coq, hein, bien sûr. Sinon il y a un embryon. Les œufs, ok. Au contraire. Mais qu'est-ce que tu penses, là on sort vraiment complètement du sujet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de ces tribus primitives qui, pour le coup, elles vivaient de chasse, mais qui, alors moi je pense toujours aux Indiens, hein, qui demandaient au grand esprit de pouvoir avoir un animal qui sacrifie pour eux pour pouvoir apporter la viande à la tribu, etc. Donc ils avaient quand même une alimentation carnée, mais ils étaient quand même limite beaucoup plus proches de la source que notre monde moderne ne l'est aujourd'hui. Alors ben, c'est sûr que par contre c'était pas des animaux d'élevage. Par contre on nous a dit aussi beaucoup de choses qui sont fausses, hein. On était fait pour manger de la viande. Non, pas du tout, du tout. D'ailleurs, on n'est pas conçu pour ça. Même les scientifiques le démontrent. On n'a pas du tout un corps pour supporter la viande. Donc, je pense que quand on ne peut pas faire autrement, si on est dans le désert ou dans une forêt et qu'on ne peut pas planter, évidemment que l'animal qui se présente là à nous, c'est OK. Mais il ne faut pas l'oublier, la viande reste 10 ans dans les intestins, et même plus de 10 ans. Donc, je ne crois pas que ce soit une référence à avoir, tu vois. Même si, effectivement, à un moment donné, on peut avoir pas eu le choix dans les aires glaciaires ou autres. Voilà. Mais crois-moi, on nous a raconté beaucoup de bêtises. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Je te crois les yeux fermés. T'en doute pas. Non. Allez, je vais te poser une dernière question pour revenir donc à l'article de Génération Cité d'Or numéro 2. Tu conclus ton article sur un sujet que tu appelles les sphères de densité temporelle. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces sphères de densité? Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que ça sera l'objet d'un autre article. Alors, les sphères de densité temporelle, ce sont d'autres références de temps. À savoir que là, nous sommes dans la première sphère de densité et que donc nous ne voyons que des choses qui sont dans la première sphère de densité. Si par contre on est dans d'autres sphères de densité, ce qui est possible hein, pour certains voyageurs du temps, de pouvoir se déplacer effectivement dans d'autres sphères, à ce moment-là, il va y avoir d'autres manifestations qui ne sont pas du tout présentes à nous aujourd'hui, tu vois. Et ça permet, je dirais, de mieux comprendre le fait que quand on est voyageur du temps comme moi, là, on peut aller dans d'autres temps pour pouvoir aller réparer des choses dans le passé ou dans le futur. Alors c'est vrai que je vais développer par la suite hein, sur ça. Oui, mais on va pas spoiler ce prochain article là-dessus. En plus, c'est un sujet moi qui me passionne, le voyage temporel. Donc voilà, ça va être un sujet très intéressant. Ouais, je te coupe la parole, mais j'ai vécu moi-même, bah, d'ailleurs c'est ce qui m'a au départ vraiment étonnée sur mes capacités, c'est quand il y a eu un cyclone ici à Saint-Martin. À l'époque, je travaillais sur une autre île qui est l'île Maurice, et j'avais une amie qui avait une boutique là, et qui m'a dit tu es la seule personne au monde à pouvoir arrêter ce cyclone.
en me disant qu'il allait arriver, hein, bien sûr. Et moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'avoue. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prévu, tout simplement. Il n'était pas naturel. Et que, de ce fait, j'avais pas encore la capacité peut-être de l'arrêter, et que c'était pas juste de le faire aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Il y a des choses qui sont justes et d'autres pas. Mais quand j'ai vu qu'il était passé, à ce moment-là, j'ai vu que bon, bah, j'ai dit à mon ami médium, je lui ai dit, mais tu sais, là, désolée, mais je me suis trompée, j'ai voulu réparer, j'ai pas réussi. Et elle me dit, non, non, détrompe-toi, tu as protégé mon magasin. Et donc, son magasin était le seul qui était debout face à... Elle m'a montré la photo où il y avait plein de... Tout était écroulé autour, sauf le magasin. Donc, j'ai trouvé ça déjà très, très bien. Mais il n'y avait plus de toit. Et s'annonçait donc des pluies à nouveau tropicales. Et donc à ce moment-là, elle m'a dit, mais tu te rends compte qu'il n'y a plus de toit, tout le premier étage s'est envolé, on m'a dit que tout avait été éparpillé, puisque tout avait été retrouvé un peu partout. Et elle me dit, est-ce que tu peux protéger mon magasin de manière à ce que je puisse ne pas avoir du coup le rez-de-chaussée complètement abîmé. Et là, je fais le soin et j'entends l'information qui m'est donnée après le soin, c'est tu as tout remis au premier étage. Et là, il était impossible, tu m'entends bien Antoine, impossible de croire à une chose pareille. Et je lui dis, bon, il paraîtrait que j'ai tout remis, mais j'en rigolais. Et elle me dit, mais détrompe-toi, tu l'as fait. Et elle a été pas à ce moment-là, bien évidemment, sur place. Elle m'a donné le retour 2 mois seulement après, et tout était là. Ça veut dire que tout ce qui était éparpillé était à nouveau là. Et j'ai trouvé ça mais incroyable. Alors, franchement, voilà, c'est énorme. Je ne sais même pas quoi dire avec ça. Donc, j'ai dit, mais si je peux faire ça avec la matière, je peux faire ça sur les gens. Ça veut dire que je peux enlever complètement tout ce qui est relié à leur passé ou à leur croyance du passé, comme étant plus du tout là. Parce que c'est sur un autre temps et ça n'existe plus. Et effectivement, elle me dit, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, je me rends compte que c'est ça, en fait, qui est génial, c'est de pouvoir être voyageur du temps, de pouvoir enlever. Alors là, je suis allée dans le passé pour pouvoir remettre les choses. Ouais. Donc, tu vois, ces sphères de densité, elles sont... En fait, je vois très bien à quoi tu fais référence. Tu n'as pas téléporté les objets pour les remettre à sa place. Tu as juste été manipulé, malaxer une autre trame temporelle où rien n'avait bougé pour la fusionner au niveau de sa bulle à elle dans son univers. Alors pour vous faire comprendre, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de réflexion, je vous invite à lire les 9 princes d'ambre de Roger Zelazny. Alors c'est de la SF, hein, de Heroic Fantasy, mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments très instructifs dans ce roman, et entre autres, les princes d'ambre malaxent les réalités, les réalités, on va dire, temporelles, pour pouvoir ajuster des couches de temporalité et faire apparaître le monde tel qu'ils veulent. Et c'est un petit peu ça hein, que tu nous expliques, Marion. Même si après, je ne sais pas si techniquement ça se passe comme ça, et puis encore une fois, hein, c'est ton témoignage et chacun se fait sa propre idée, mais c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, ça me paraît être effectivement très très juste ce que tu dis. Effectivement, c'est ça. Et ce que tu donnes comme référence, là, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pour habitude justement de m'intéresser à ce que les autres disent. Pour pouvoir aussi vérifier et poser la question à la source, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça l'est pas, ça c'est sympa. Mais il y a souvent des choses non, pas souvent, allez, il y a des choses justes. Ok, bon écoute, en tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour de ton article sans trop en dire, mais on a été peut-être plus en profondeur par rapport à des sujets, des notions qu'il y avait dans cet article, où tu étais peut-être passé un peu rapidement, et puis là voilà, on a pu vraiment poser les choses de façon à ce que le lecteur puisse et lire l'article et regarder cette vidéo. Les deux seront complémentaires. Une dernière question, Marion, des personnes qui voudraient te contacter
par rapport à ton activité. Est-ce qu'elles le peuvent et comment faire pour te contacter? Oui, alors c'est très très simple, je reste complètement accessible. J'ai un site internet, je fais des soins à distance, bien sûr. Voilà, et on fait aussi des soins à deux parce que je suis associée avec une personne qui a aussi fait un walking. Qui était dans son potentiel, et le fait qu'elle soit à côté de moi permet d'avoir vécu ce walking, et ce qui me permet aussi d'être contrôlée parce que moi, autant quand elle vit des choses, je la contrôle et elle me contrôle pour qu'on puisse justement dire des choses justes. Et on fait aussi des soins donc à deux, comme je te disais, pour aller plus loin encore par rapport à des gens qui voudraient être débloqués ou qui voudraient aller plus loin dans la spiritualité. Mais on est beaucoup sur les blocages visibles, invisibles, voilà, des choses qui tournent pas rond, je dirais, dans la vie. Donc c'est vrai que j'ai plus de séances à distance que jamais pour cette raison. Entendu. En tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc lire cet article de Marion Le Troquer dans Génération Cité d'Or, le numéro 2. Si vous regardez cette vidéo avant le 18 août 2019, vous pouvez encore précommander ce numéro sur le site du LUL. Toutes les informations sont en bas de la vidéo, et si vous la regardez après le 18, eh bien, la précommande sera terminée, et si vous avez encore un peu de chance, il devrait y rester quelques exemplaires en vente sur la boutique de générationcitédor.com. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Marion, je te remercie de t'être prêtée à ce jeu de l'interview. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, sûrement à très bientôt sur un sujet sur les voyageurs temporels. Oui, voilà. Et ça soit l'espace ou le temps. Mais j'en profite quand même pour donner le nom du site, parce que j'ai oublié de le faire. C'est laclédelettres.com. La clé de lettres, donc c'est le nom de mon association. Donc l'être, c'est l'être humain, bien sûr, il n'y a pas de T. Hein. Et de toute manière, tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, il suffit de cliquer dessus, puis vous allez directement sur le site de Marion. Allez Marion, écoute, merci, de gros bisous, et puis à très bientôt. Merci à tout le monde.